L'objectif du débat qui va suivre, d'abord parler de distribution, et puis aussi parler de ce que moi j'ai coutume d'évoquer comme étant l'industrialisation de l'IA. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser, comme d'ailleurs l'intitulé de cette table l'indique, à des déploiements en production de l'IA. De l'IA, pas forcément de l'IA générative, mais de l'IA en général. Et donc décrypter comment ça s'est passé, quels sont les critères de succès, quels ont été les points de vigilance, quelles ont été les bonnes pratiques. Alors, pour parler de tout ça, j'accueille deux distributeurs et un éditeur. Alors, je vais vous les présenter un petit peu rapidement, mais vous aurez l'occasion d'en dire un petit peu plus sur vos structures dans quelques instants. Je commence par Laurence Beauregard. Bonjour. Bonjour Laurence, vous êtes directrice de la transformation IA chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, SGDBF pour les intimes. Donc qui est leader de la fourniture de matériaux de construction. À vos côtés, Antoine Revillon, vous êtes Group Digital Product and Delivery Director chez Rubix. Alors Rubix, c'est également un leader européen de la fourniture industrielle. Là aussi, vous aurez l'occasion d'en dire un petit peu plus dans quelques instants. Et donc pour compléter, Marc Tellière. Marc Tellière, vous êtes General Manager Customer Success EMEA and B2B Global chez Miracle. Alors Miracle, je pense que vous connaissez cette société qui est un des leaders mondiaux de l'édition de solutions de marketplace. Alors, on va commencer tout de suite. Laurence, peut-être en commençant par vous. Alors, ce que j'aimerais pour débuter ce débat, c'est qu'on fasse un petit tour de table pour que vous nous expliquiez un petit peu quelle est en gros la stratégie IA dans vos structures et surtout comment vous vous êtes organisé pour implémenter cette stratégie, la gouvernance, les processus de décision, tout ce qui a trait au pilotage de l'IA. Laurent, je vous écoute. Merci, Jérôme. Sur la question effectivement de l'IA chez SGDBF, alors l'acronyme, voilà, je vais utiliser l'acronyme, désolé, ça va plus vite. Au passage, je précise que SGDBF est peut-être plus connu sous le nom de ses marques de distribution, donc Point P, la plateforme du bâtiment, CDO et quelques autres 7 ou 8 marques d'enseignes spécialistes. Voilà, donc voilà, très bien, moi j'avais pas vu la slide. Donc on a une activité sur tout ce qui est IA depuis quand même, je dirais 2019, principalement d'IA prédictive sur des algorithmes vraiment propres aux problématiques de la distribution chez nous, dans le groupe Saint-Gobain. C'est sûr que cette dynamique a fortement évolué, alors 2023, la Generative AI. Et pour nous, le vrai changement, ça a été la prise de conscience du COMEX l'année dernière, je dirais, sur lequel on a eu la chance de démarrer un nouveau programme de transformation sur 10 ans. Et le COMEX et le cercle des 80 qui ont co-construit cette vision, qui ont vraiment endossé les nouvelles technologies et donc l'IA comme un levier stratégique de croissance pour nous sur la décade à venir. Et qui dit implication COMEX et qui implication réelle aussi au niveau des investissements, dit pilotage par la valeur de l'IA. Donc ce qu'on a fait, c'est que on s'est fait accompagner pour une vraie cartographie après ces 18 mois, on va dire, de maturation, bac à sable, etc., sur les use cases de la Generative AI ou de l'AI. Et on a vraiment dégagé sur l'ensemble de nos verticales métiers une quinzaine de use cases prioritaires sur lesquels on sait qu'on va se concentrer maintenant sur les 18 mois, 2 ans à venir. Et on adopte vraiment une approche proche une approche de product management en fait sur ces verticales métiers, que ça soit sur la finance et le crédit, que ça soit sur la supply, les appros, que ça soit sur le marketing vente, le pricing, pour justement pouvoir à partir de ces use cases vraiment nous organiser en squad sur les différentes parties prenantes, du métier à l'IA, aux IT aussi bien sûr, et de pouvoir dérouler en fait à partir du besoin métier la valeur qu'on va venir apporter. Donc ça y est, tout est lancé, comme vous l'avez dit, le bac à sable a été productif, voilà, c'est normal. Et maintenant, on est lancé sur les rails pour ces 4 usages qu'on va recenser tout à l'heure. Antoine, chez Rubix, même question. Comment vous êtes structuré pour les projets autour de l'IA et globalement, quelle est votre approche globale sur ce sujet ?
Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis en charge de la Digital Factory chez Rubix. Donc vous avez quelques chiffres ici. Rubix, on est leader du MRO en Europe. Donc comme vous le voyez, on est sur une complexité d'un business MRO avec énormément de pays et énormément de produits. On parle de plus de 3 millions de produits aujourd'hui dans notre PIM. L'intelligence artificielle, c'est pas nouveau non plus chez nous. On a commencé aussi avec du prédictif et du machine learning depuis plusieurs années. On a eu la chance de mettre en place un projet assez structurant qui était un projet de data lake, qui nous a permis de structurer aussi notre donnée. Après, sur la partie vraiment IA générative, on va dire qu'on est un peu plus sur aujourd'hui un démarrage. On commence à structurer les équipes. On a aussi une forte volonté du management et du board pour accélérer à partir de l'année prochaine sur cet axe stratégique pour Rubix. Et l'approche, elle est assez simple. On a 2 axes principaux. Le premier, c'est de réduire les éléments de friction sur le parcours client. Et le deuxième, c'est de dégager du temps aux équipes en interne. Donc, c'est principalement ces 2 axes-là qu'on suit. Donc, on ne fait pas de l'intelligence artificielle pour faire de l'intelligence artificielle. On part des cas d'usage concrets qu'on a pu rencontrer. Donc, on en parlait un peu ce matin aussi avec d'autres acteurs. Et on a une approche assez pragmatique sur laquelle on se dit l'IA doit être portée évidemment par un honneur. Donc il faut qu'on ait des honneurs métiers sur les sujets qu'on souhaite traiter. Il faut qu'on résout un pain point. Il faut qu'il y ait évidemment aussi des KPI mesurables et donc un objectif avec une valeur qu'on veut dégager. Et puis le troisième axe, c'est s'assurer qu'on ait bien la bonne data qui va nous permettre de piloter le sujet de l'IA. Donc voilà, pour l'instant, on va dire qu'on est encore en phase de construction, parce qu'évidemment, ça va être un sujet qui va prendre énormément de temps avant d'être vraiment déployé partout, mais on a déjà des cas d'usage assez concrets qu'on verra un peu après. Exactement. Alors Marc, vous allez nous parler aussi de Miracle, bien sûr, mais je voudrais aussi avoir votre avis sur la temporalité qui vient d'être évoquée, la structuration qui vient d'être évoquée. Est-ce que c'est représentatif de ce que vous pouvez observer sur le marché chez vos clients ? Est-ce que c'est représentatif ? En fait, je pense que dans le B2B, effectivement, les entreprises avancent plutôt par phase, et elles vont essayer de cibler des use cases, peut-être d'abord en commençant par des use cases internes, des use cases qui ont trait à la supply chain, avant de le déployer auprès des clients. Peut-être si je mets de côté la partie customer care, qui est un des premiers use cases qu'on voit généralement chez les clients, mais sinon, avant d'avoir des use cases qui vont vraiment influencer la partie marketing, la partie vente, là, les gens sont un peu plus précautionneux. Ensuite, l'autre tendance énorme qu'on voit, c'est tous les use cases autour de l'amélioration de la donnée produit. Donc ça, ça a été un gros focus en 2025 et encore en 2026, notamment, je pense qu'on va en parler après, avec l'arrivée du GEO et du commerce agentique. Alors effectivement, vous distinguez de 2 types de cas d'usage. C'est ce qu'on va un petit peu essayer de faire aussi dans ce qui suit pour essayer de structurer un petit peu les choses. D'abord, peut-être commencer par des cas d'usage qui ont plus trait, comme vous l'avez évoqué, Marc, on va dire, pour simplifier, au processus un peu plus interne de l'entreprise. Et ensuite, dans un deuxième temps, des cas d'usage qui seraient plus, on va dire, en frontal client, associés à l'expérience client, en marketing, effectivement, que vous avez évoqué également. Il y a quelques chiffres aussi là, qui passent en ce moment sur Miracle, hein, pour les personnes qui vous connaîtraient moins bien. Alors sur les cas d'usage, donc, je voudrais qu'on creuse un petit peu ce qui a été fait dans vos différentes structures. Laurent, je vais vous redonner la parole. Alors, il y a pas mal de choses qui ont été faites, hein, c'est chez SGBDF. Encore une fois, on va essayer de pas tous les évoquer d'un coup, mais de les distinguer suivant un peu la typologie que j'ai évoquée, notamment donc sur tout ce qui a trait à, on va dire à la performance commerciale, par exemple, au processus, encore une fois, qui sont les vôtres en tant que distributeur. Quels sont les cas que vous souhaitez mettre en avant et qui aujourd'hui donc sont déployés ou en cours de déploiement ?
Donc effectivement, les appros, on en parlait, sont un terrain de jeu, on va dire, qui nous a occupés assez tôt, parce que c'est là qu'on peut effectivement dégager pas mal de valeur ou avoir pas mal de points de friction aussi. Donc c'est vrai qu'on peut les met. Alors comme exemple, hein, on va prendre la prédiction de délai fournisseur, ou on va prendre les prévisions de vente. Donc typiquement, les algos nous ont permis de gagner 1 à 2 jours de précision sur la prédiction de délai fournisseur. Quand on parle de performance interne, bien sûr, ça nous permet d'éviter les surstocks. Donc, effectivement, sur les comptes de résultats, etc., on parle de gains cash, typiquement. Mais en fait, c'est vrai que j'aime l'associer aussi à de la performance commerciale en disant il y a aussi des bénéfices clients clairs là-dessus. C'est que on va diminuer nos taux de rupture, notamment avec la prévision de vente aussi, et du coup, apporter aussi un meilleur service à nos clients. Donc, la performance interne, la performance commerciale et le service client, enfin le service qu'on apporte et le bénéfice qu'on apporte à nos clients et sont toujours assez liés. Dans le pricing également, on fait pas mal de choses. Donc vous savez qu'on a une structure forcément dans le négoce de pricing assez compliquée, à plusieurs tiroirs. Donc on travaille sur des algos de recommandations tarifaires. Sur également des algos de recommandations de conditions clients pour nos différents clients. Et donc ça aussi depuis quelques années. Et tout ce que j'évoque là, c'est plutôt lié à la prédictive et du machine learning, et donc des algorithmes d'aide à la prise de décision, voire à de l'automatisation sur les appros. Celui qui est illustré là, donc là on se rapproche beaucoup plus en première ligne du client, et pour nous il est vraiment structurant. Donc il fait partie des nouveaux use cases, et notamment donc du coup sur le métier de la vente, l'assistance à la génération de devis. Il faut savoir que ne serait-ce que pour nos 2 grosses enseignes, on fait 4 millions de devis par an, et dans le temps d'un commercial, donc on a été vraiment proche du terrain, on a regardé un peu toutes les activités d'un commercial chez nous, que ce soit un commercial comptoir, commercial sédentaire qui fait justement en back-office, qui travaille en général en binôme avec un commercial itinérant. On a analysé un petit peu le contenu de leur journée, leur pain point. Et évidemment, on est tombé sur la valeur qu'on pouvait aller apporter aux collaborateurs sur la création de devis. Et là, le bénéfice, il est multiple. C'est effectivement faire économiser du temps aux vendeurs pour pouvoir réallouer ce temps à d'autres tâches au contact client. De répondre aussi plus vite aux clients. La clé, on en parlait ce matin, la vitesse dans le B2B, la vitesse, la réactivité, c'est un facteur de performance commerciale, donc augmenter la satisfaction client, maximiser du coup la conversion de nos devis en commande. Et dans ce produit, cet outil de création de devis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien sûr toute une partie, on va dire plutôt IA générative au départ, qui est compréhension de la demande client, matching article chez nous. Et après, on a une brique pricing dessus qui va venir proposer en fait un prix à l'échelle du devis pour maximiser la conversion, et également du cross-selling en fait sur des produits complémentaires là-dedans. Donc là où on en est, alors on est dans le réel, on n'est pas dans le futur, mais on est à l'état de pilote. On a vraiment une démarche produit itérative, donc on a à peu près 50 agences pilotes dans le réseau sur les 2 enseignes, dans lequel on est en train de construire ce produit-là. Alors combien de temps gagner du coup sur la création de devis ? Ça, on va vous le dire quand on l'aura déployé. Mais l'idée, c'est l'objectif, c'est quoi alors ? C'est de passer, alors pour des devis simples, le devis à 10-15 minutes, de passer en 2 minutes. Après, diviser au moins de moitié. Après, les devis, c'est quelque chose aussi. Il y a aussi des tiroirs dans les devis. Il y a les devis liste d'achat, les devis simples, les petits devis un peu calculettes sur une solution. Et puis après, il y a des devis qui vont amener une opportunité de négo achat
auprès du fournisseur en fait. Et là, bon, il reste bien sûr. Les devis qui sont plus complexes quand même bien que, sûr. que d'autres. Et ça reste bien sûr human in the loop. Hein, c'est vraiment un outil d'assistance. C'est ce que tu disais, c'est qu'on est toujours pour l'instant dans des outils qui sont vraiment tournés collaborateurs pour mieux servir le client. Mais c'est vraiment le collaborateur. C'est un outil d'assistance. Il n'y a pas de cas où c'est de l'automatisation complète, où ça pourrait être de l'automatisation complète, si peut-être, non ? Sur le devis, c'est pas l'intention, en toute honnêteté. Voilà. Ce qu'on pourra déjà automatiser au départ, ça sera peut-être les itérations nécessaires avec le client pour avoir assez d'informations. Parce qu'il y a déjà le fait de est-ce qu'on a toute la donnée au moment de la demande initiale. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout d'idée d'automatisation. En termes de choix technologiques, est-ce que vous avez fait des choix particuliers pour les solutions, les modèles d'IA qui sont sous-jacents à cette opération, ou au contraire vous allez chercher dans différentes propositions ? Alors, pas particulier. Je dirais que les briques les plus complexes, comme celle du pricing, elles sont déjà internalisées chez nous depuis certaines années. Et du coup, les briques qui sont plus en amont sur le matching article vont s'appuyer sur des LLM plutôt classiques et sur nos moteurs de recherche internes, sur le RP, etc., qui déjà, évidemment, font de la recherche article de façon en ligne avec la façon dont travaillent nos vendeurs, on va dire. Donc, ils sont déjà un peu customisés. Ouais. Vous parlez de briques qui existent déjà. Ça, c'est un point important aussi. C'est que finalement, on réutilise aussi. L'IA n'est pas si nouvelle que ça, en tout cas. C'est en fait là, la nouveauté, c'est justement, et souvent il y a on en parlera certainement aussi tout à l'heure dans la donnée produit, c'est effectivement, on a déjà fait des choses, parfois avec plus ou moins de succès, où on a adressé qu'une petite partie. Pareil, là, on a des algos de recos complémentaires, de produits complémentaires qui sont déjà en place, notamment sur le digital, et c'est d'utiliser ces briques et d'itérer, de les orchestrer ici dans le cadre d'un produit comme celui-là qui est quand même beaucoup plus complexe, et d'itérer. Donc au début, partir avec les briques existantes et après de les adapter. On fait de la reco tarifaire, on fait de la reco de forçage ou pas au comptoir à la maille article aujourd'hui. Là, on parle de faire la même reco sur le devis complet. Donc, est-ce que c'est pertinent ou pas de forcer ce devis pour le commercial ? Donc, voilà, ça fait progresser déjà nos briques. Mais on part d'un existant un peu Lego et puis on l'enrichit. Oui. D'accord. Marc, je vais aussi vous demander comment vous utilisez l'IA. Encore une fois, on va s'intéresser d'abord sur les aspects qui concernent l'amélioration de la productivité, on va dire, pour simplifier. Peut-être que je caricature un petit peu avec ce terme-là. Notamment, il défile ici un slide qui présente un assistant que vous avez déployé. Dites-nous un petit peu plus de quoi il retourne. Alors, peut-être avant ça, je voulais juste vous expliquer comment nous, on est organisé aussi. Okay. Parce qu'en tant qu'éditeur de logiciels, évidemment, l'IA et le déploiement de l'IA générative, c'est fondamental, c'est même presque existentiel. Donc nous, pour la petite anecdote, quand OpenAI a sorti ChatGPT, notre co-CEO, cofondateur Philippe Corot, je pense, n'a pas dormi pendant 48 heures, il s'est remis à coder. Et il a dit à toute la boîte, en fait, là, ce qu'on voit, c'est ça va changer tout. On n'est pas face au metaverse, c'est pas un truc qui va durer 2 ans et qui va retomber. Non, ça change tout. Et donc, on a donné une licence ChatGPT à l'époque à toute la boîte et on a dit à tout le monde, il faut que tout le monde le teste. Bon. Après ça, on s'est structuré. Donc, on a maintenant une Chief Data and AI Officer. Moi, je suis arrivé il y a 5 ans chez Miracle. Il y avait 4 personnes dans l'équipe Data, qu'on appelle aujourd'hui l'équipe Data and AI. Maintenant, il y a 55 personnes. Donc, ça vous donne un peu une idée de la montée en puissance. Et ensuite, nous, la vision qu'on a, c'est que non seulement tous les collaborateurs doivent être des utilisateurs de l'IA, mais on veut aussi que 100% des collaborateurs soient des builders, donc des créateurs d'agents. Aujourd'hui, on est à 40%, ce qui est déjà pas mal. Et pour ça, comment on s'est structuré ? Alors, il y a certains use cases où on trouve des choses sur étagère. Je ne sais pas, par exemple, sur le recrutement. Là, on vient de signer avec une boîte qui s'appelle Maki, qui digitalise le processus de recrutement. Mais ensuite, sur toute la partie interne, en fait, on a déjà de la data. Donc, on a de la data quanti, notamment avec un socle Databricks. Et on a évidemment beaucoup de données quali. Donc, on a la doc, j'y reviendrai juste après, qui est dans GitHub. On a tout le knowledge de l'entreprise qui est dans Confluence. On a Slack, on a Gong qui enregistre tous nos calls. Donc ça fait de la donnée
qualitative, contextuelle, qui est incroyable. Au-dessus de ça, nous, on utilise Dust, donc qui est multi-LLM agnostique, et qui permet de créer des agents. Voilà, je vous donne un exemple hyper concret. Là, quand on signe un nouveau client, en fait, il y a énormément de données, de connaissances qui a été emmagasinées pendant la phase de vente, qui sont des phases qui durent plusieurs mois. On crée un agent qui va rassembler toutes les conversations qui se sont passées pour faciliter le handover vers l'équipe Customer Success. Juste comme vous dites multi-LLM, ça veut dire que donc, l'outil va aller puiser dans différents modèles en fonction des agents qui sont créés. Ouais, donc là, on a des experts chez nous qui vont nous dire, je ne sais pas, en fonction du use case que vous voulez, Mistral, là c'est vachement bien. Par contre, pour ça, Claude, ça sera mieux. Voilà, et ensuite on utilise aussi un outil d'automatisation qui s'appelle N8N pour aller, quand on veut créer des workflows un peu plus complexes, pour connecter des applications entre elles. Je pense une des choses qui a eu le plus d'impact jusqu'à présent, c'est le support client. On a créé un outil qui s'appelle OneHelp, que vous voyez défiler ici. Donc en fait, là, c'est entre guillemets, c'est simple. Nous, on est un éditeur de logiciels. Pour vous donner un ordre de grandeur, on sort à peu près 3 fonctionnalités par an. Ça fait 13 ans qu'on existe. Donc vous faites le calcul, ça fait beaucoup de fonctionnalités. Chacune des fonctionnalités est documentée. On a des dizaines de milliers de pages de documentation. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la doc, elle est très bien faite. Elle est bien écrite, mais ça donne un peu le vertige. Donc on a en fait vectorisé, on a fait du RAG, pour ceux qui connaissent bien l'IA, pour vectoriser notre documentation et mettre à disposition cette documentation à travers un outil conversationnel. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, on a dû réécrire ou adapter la documentation pour faire en sorte qu'elle soit lisible par des LLM. Donc, je vous donne quelques exemples concrets. En fait, un LLM, il aime bien, on fonctionne vachement par question quand on pose une question, quand on interagit avec un outil conversationnel. Donc en fait, dans la doc, on a rajouté à la fin des FAQ, voilà les questions typiques qu'on peut te poser. Il faut mettre du contexte au début. Donc dans la doc, on a rajouté, voilà le type de contenu qu'on va trouver dans la page. Après, pour éviter les fameuses hallucinations, en fait, un LLM, il va toujours chercher à trouver une réponse. Donc en fait, dans la doc, maintenant, on dit, voilà évidemment ce que fait la fonctionnalité, mais on dit aussi, voilà, attention, voilà ce qu'elle ne fait pas. Donc ne va pas raconter n'importe quoi. Et donc ça a été majeur comme transformation, parce que, alors, en fait, on l'utilise en interne, mais en fait, c'est destiné aux clients. Oui. Donc les gains de productivité qu'on observe, c'est 36%. Voilà. Satisfaction client qui se maintient, donc c'est 96% sur l'outil, sur le support. Et ensuite, ça a fondamentalement changé aussi même la formation en interne. Donc, quand on a des nouveaux consultants qui arrivent, par exemple, dans l'équipe Customer Success, dans leur onboarding, en fait, ils ont un outil qui est disponible 24 heures sur 24 dans toutes les langues. C'est disponible en thaï, en danois, en arabe et même en français, c'est incroyable. Voilà, ouais, donc ça a profondément changé la manière dont on interagit avec nos clients et dont on forme nos équipes. Alors, deux petites questions. Vous avez dit, vous avez vectorisé la documentation, enfin, peu importe le terme technique, en tout cas, vous avez dû, non pas réécrire, mais améliorer ou en tout cas enrichir la documentation pour qu'elle soit plus lisible. C'est quoi un peu l'ampleur de ce type de chantier pour qu'on essaie de bien comprendre finalement ce que ça coûte aussi en temps de faire ce travail sur une documentation, comme vous l'avez dit, très riche et très... Alors déjà, il y a un premier truc qu'on a fait, c'est que pour faire ça, en fait, les équipes doc, à l'origine, elles étaient dans l'équipe produit. Oui. Et on les a extraites, on les a sorties de l'équipe produit pour les mettre sous le même leader que la personne qui s'occupe des équipes support. D'accord. Et donc ça a été un changement organisationnel. Et ensuite, je pense que ça a duré à peu près 6 mois pour vraiment faire... Parce que nous, c'est un truc qu'utilisent nos clients. Donc il faut que ça marche vraiment. Au début, on a fait quelque chose d'assez osé, c'est on a coupé l'accès à la doc. Donc là, on a eu une révolte totale parce que notre doc est très bien faite et nos clients techniques adorent notre doc. Et au début, honnêtement, le modèle hallucinait un peu. C'est-à-dire qu'il racontait des choses qui n'étaient pas toujours vraies. Mais ça nous a forcé à travailler d'arrache-pied pour améliorer le modèle.
Et ensuite, ça a forcé l'utilisation. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est maintenant la doc. On a redonné accès à la doc. Par contre, on a beaucoup travaillé aussi pour que dans les réponses apportées par l'outil, à la fin, on mette des liens très clairs sur les pages de documentation. Donc ouais, ça a pris, je pense à peu près, peut-être un peu moins de 6 mois avant d'avoir un modèle. C'est finalement assez raisonnable. Puis ensuite, c'est du continuous improvement. Alors, vous avez un petit peu répondu à ma deuxième question. En fait, vous avez dit, vous avez coupé la doc, ce qui fait que finalement, vous avez un peu forcé l'usage de cet outil. Hein, et ça, c'est aussi un point important pour arriver à... Parce que le faire, c'est une chose, mais après qu'il soit utilisé, c'est une autre chose. Mais vous avez fait ce choix on a forcé. De forcer un petit peu, ce qui est le temps aussi qu'il soit... et puis, vous avez dit aussi que forcer, oui, mais avec cet objectif quand même que la qualité soit au rendez-vous très très vite. Hein, et dès lors qu'on est en frontal client, c'est extrêmement important. Oui, en effet. Alors ensuite, on a tout de même des équipes qui sont au contact des clients. Donc, ça a permis de rattraper le coup au départ quand le modèle n'était pas encore tout à fait stable. Mais maintenant, je sais pas, je vous donne un exemple très concret. L'autre jour, j'étais avec un client qui est à Riyad, qui il y a quelques mois se plaignait du manque de support qu'il avait sur place, du fait qu'il n'avait pas de consultant qui parlait arabe. Et maintenant, il me dit, écoute, OneHelp, c'est extraordinaire. Moi, je travaille le dimanche, toi, je travaille pas le vendredi. Et je peux interagir avec l'outil quand je veux, en arabe, et les réponses sont incroyables. Voilà. Antoine, pour compléter ce premier tour de table sur les cas d'usage, même question hein, sur les usages en termes de gain de productivité. Quelques exemples sont ici, évidemment, mais je voudrais que vous les détailliez un petit peu plus. Alors, nous, comme j'expliquais, on a été plus sur des usages assez pragmatiques et on a commencé déjà par les équipes internes au niveau du digital, du marketing et de la data. Vous avez quelques exemples ici. Bon, les exemples sont assez parlants, mais on a fait des choses assez simples. Le premier, c'était la partie création de contenu et le SEO, donc, qui était un enjeu assez fort pour Rubix. On a eu la possibilité de scaler, en effet, grâce à l'IA, la création d'optimisation de nos pages produits sur les 3 principaux pays, France, Allemagne et Hollande. On a une production assez importante grâce à l'IA de 14 000 pages produits optimisées SEO. Deuxième exemple, c'est sur les campagnes d'emailing où on a aussi travaillé grâce à l'IA à optimiser le temps des équipes, donc faire gagner encore une fois du temps aux équipes sur tout ce qui va être production de contenu d'email marketing avec une productivité estimée, enfin pas qui est estimée mais qui a été mesurée sur les 6 derniers mois de 30% d'efficacité des équipes sur la production de ces emails, ces campagnes d'email. Et puis le troisième, qui est en lien avec ce que vient de dire Marc, sur la productivité plutôt des équipes, du coup, on va appeler ça les équipes plutôt tech, mais les UX designers, les product owners, les QA, là j'ai pris juste l'exemple sur la partie des tests, par exemple, qui est un des pain points aujourd'hui quand on a une plateforme avec 22 pays, avec des cas particuliers, on a plus de 200 fonctionnalités différentes. Le test avant les mises en production, c'est toujours un petit peu compliqué, donc on y passait beaucoup de temps. Et grâce à l'IA, on a réussi à optimiser à la fois la création des cas de test, l'identification des erreurs et donc des potentiels échecs avant les mises en production, et puis automatiser évidemment la partie code avec une amélioration aussi sur le temps passé par les équipes pour coder initialement. Donc c'est 3 cas d'usage assez simples, mais qui montrent que l'IA, c'est pas toujours, on va dire, bling bling ou très waouh, mais ça montre que l'IA aide au quotidien les équipes, et c'est aussi un moyen d'amener les équipes, parce que même si je pilote aujourd'hui les équipes digitales, on sait qu'il y a toujours aussi un peu de gens qui sont un peu moins moteurs, ou qui sont peut-être aussi parfois réfractaires, et l'idée c'est de les emmener en montrant que ça va leur faire gagner du temps. Je lisais une étude là, il y a 2 jours, OpenAI a fait une étude sur 9000 collaborateurs qui utilisent la solution ChatGPT Entreprise, et l'étude montrait que pour ces 9000 personnes, le temps estimé de gains gagnés chaque jour, c'était entre 40 minutes pour les plus bas, jusqu'à 80 minutes par jour sur les personnes qui utilisent quotidiennement l'IA. Donc voilà, donc c'est faire gagner du temps aux équipes pour l'allouer à d'autres projets qui seraient plus orientés clients, par exemple. Là, ce sont essentiellement des cas d'IA générative, hein, si je comprends bien. Oui, ici, oui, principalement. Quel type de modèle vous avez utilisé aussi ? Est-ce que c'est pareil, est-ce que vous utilisez différents modèles suivant les cas, ou est-ce qu'il y a des choix spécifiques qui ont été faits ? Non, il y a bien différents modèles. Alors, on utilise en priorité, évidemment, ChatGPT, mais on teste aussi d'autres modèles, notamment sur les email campagnes, par exemple.
On sait que Gemini 3, on ne l'a pas encore testé, mais qui sera un modèle certainement plus pertinent. Et puis sur tout ce qui est, on va dire, UX, amélioration aussi du code, on sait que des solutions comme Claude, par exemple, sont aussi plus avancées. D'accord. Alors, vous évoquez notamment le SEO et donc finalement la visibilité de vos pages produits à l'extérieur. Il y a un autre mécanisme qui est très important pour vous, je crois, et qui va nous permettre d'avancer un petit peu aussi dans les cas d'usage. C'est la qualité de la recherche sur vos plateformes. Je crois que c'est un sujet important et c'est un sujet qui est important pour vous, mais qui est important de manière générale, puisqu'on sait que les nouvelles pratiques de recherche sur les LLM changent un petit peu la donne de ce point de vue-là. Encore que, est-ce que ça change vraiment la donne? Ça, c'est une question aussi qui peut être importante. Mais parlez-nous un petit peu de la problématique de la recherche, du moteur de recherche et de comment l'IA peut, ou pas d'ailleurs, apporter quelque chose. Oui. Alors en effet, comme je disais en introduction, on n'a pas débuté l'IA avec les dernières générations de générative IA. On a commencé déjà il y a quelques temps, et notamment, alors j'avais noté un exemple dans la présentation qui est grâce à l'IA prédictive, nos clients qui passent en ligne sont pour beaucoup des clients qui viennent plutôt du monde, on va dire, analogue, c'est-à-dire du monde offline. Et la complexité d'une entreprise comme Rubix, c'est de leur apporter une expérience en ligne qui soit le plus rapidement possible sexy, bonne expérience, et qui puissent aussi retrouver ce qu'ils avaient aussi dans le monde offline avec leurs commerciaux ou avec leurs agences. Donc la première fonctionnalité qu'on avait mis en place il y a déjà 2 ans et demi, c'est la fonctionnalité des produits fréquemment achetés. Le constat, il était simple, c'est les clients, lorsqu'ils se connectaient pour la première fois sur le site, on avait fait les démarches pour les emmener vers nos sites e-commerce, et ben ils se retrouvaient avec un catalogue qui était entre 300 000 produits, 500 000 produits selon les pays, et une difficulté à chercher les produits. Les filtres sont parfois assez complexes, on a une arborescence avec plus de 5000 nœuds de catégories, on en parlait tout à l'heure aussi avec la personne juste avant. Donc, pour retrouver leurs produits, on va dire essentiels, qu'ils achètent régulièrement, c'était compliqué. Donc on a utilisé notre data lake, les informations qu'on avait, pour leur afficher sur chaque catégorie de produits, mais également sur une page dédiée, les produits qu'ils achètent fréquemment. L'exemple que je prenais quand j'ai expliqué, ou en tout cas quand on essayait d'expliquer, c'était de dire c'est un peu ce qu'on retrouve dans le Drive. Pour ceux qui sont utilisateurs de Drive, c'est assez simple. On a régulièrement des achats récurrents. Voilà, l'objectif, c'est de retransmettre un peu cette expérience B2C dans le B2B. Et on a une adoption assez forte parce que, alors, ça représente entre guillemets que un peu plus de 3% aujourd'hui du total du chiffre d'affaires, mais une croissance assez forte et une adoption assez forte. Et le deuxième exemple, donc pour aller vers la recherche, parce que c'est évidemment l'étape d'après, c'est la partie plutôt générative, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que la complexité chez Rubix du nombre de produits et la façon dont nos clients cherchent les produits nous amenait à énormément de pages avec des résultats de recherche négatifs ou pas de résultats de recherche. Et c'est là où on a commencé à travailler sur ce qu'on appelle le vector search, donc la recherche vectorielle, pour justement faire ce que Marc expliquait un peu, amener du contexte, donc d'aller chercher lors de la recherche plutôt le sens des mots plutôt que le mot en lui-même. Et donc on a eu donc le projet a pris aussi à peu près 6 mois, hein, un peu comme expliquait Marc, pour bien travailler cette partie-là. Les résultats sont plutôt probants parce qu'on a réduit le résultat de recherche des résultats sans recherche, sans résultat de 8% au UK. Simplement, le point important, c'est de dire qu'on a réussi à faire ça grâce aussi à la mise en place d'auto-évaluation. C'est-à-dire que pour mesurer si cette fonctionnalité apportait un plus pour nos clients, il fallait aussi mesurer, grâce à des LLM, si les résultats étaient pertinents avant le lancement en production. Et pour ça, on a utilisé aussi du Large Language Model pour évaluer les résultats et de se dire, OK, est-ce que la recherche est meilleure avec le vector search ou versus la recherche classique? Et le KPI qu'on a mesuré, c'est qu'en 1 heure, un LLM va aller mesurer ce qu'un humain ferait en 70 heures, à peu près. Donc ça nous permet d'arriver avec une certaine assise, une certaine rassurance avant de mettre en production. Donc là, l'idée, c'est de se dire, oui, la recherche vectorielle est plus efficace. Déjà, elle diminue l'effet d'entonnoir que vous évoquez, hein, c'est-à-dire qu'il y a moins de pages trop filtrées avec donc peu de résultats.
Mais en plus de ça, ça va améliorer la qualité par rapport à l'intention peut-être de recherche, c'est ça? C'est ça. Évidemment, l'histoire ne s'arrête pas là. On a énormément de travail à faire. Pour l'instant, c'est en production uniquement sur un pays. Il y a la logique de langue, évidemment, après, qu'il va falloir déployer. Non. Mais on met en place les bases pour que ce projet-là soit industrialisable et qu'on puisse le déployer sur les 12 langues qu'on a aujourd'hui chez Remix. Et dans quelle mesure donc il y a le modèle de recherche effectivement qui fait beaucoup, mais dans quelle mesure ça impose de retravailler quand même à la source la donnée? Oui, c'est un vrai sujet, évidemment. La data reste un pain point, je pense, pour beaucoup de distributeurs aujourd'hui, notamment en B2B. Donc, évidemment, on doit se baser sur de la recherche qui se base donc sur les informations aux produits. Donc, on travaille également. Je ne le partage pas aujourd'hui parce qu'on est en phase de construction d'outils pour améliorer la qualité de la donnée envoyée par nos fournisseurs, pour la structurer d'une meilleure manière, pour également aussi commencer à travailler, on en parlera un peu après, sur les autres indications attendues sur le GIO. Donc, c'est évidemment la base. Une recherche sans données structurées, sans données bien organisées ne fonctionnera pas. Donc, on se met aussi à travailler sur des optimisations de ce contenu en amont. Laurence, même question un peu sur la pratique de la recherche et derrière cette problématique, comme on l'a évoqué, comme Marc l'avait évoqué aussi tout à l'heure, sur la nécessité quand même de retravailler, d'enrichir et de mieux structurer les données. Oui, tout à fait. On a exactement, je pense, les problématiques voisines. Alors là, on a eu une autre approche. Alors pour le coup, pas très itérative. J'avoue que, alors sur toutes les problématiques de moteurs de recherche, il y a toujours aussi d'où on part. Hein. C'est sûr que nous, on partait d'un moteur qui était assez ancien, avec gérait beaucoup de règles de configuration maintenues à la main, etc. Donc là, on a fait un choix plus tranché, en fait, où on est parti sur une solution du commerce. Alors, il se trouve que c'était celle de Google, et ça pourrait, il y en a d'autres qui existent aussi, mais là, c'est vrai que le choix technologique était de dire, bon, ben là, on change complètement... On prend quelque chose sur étagère qui existe. Ça a été déployé sur tous les sites? Sur tous les sites de SGDBF, oui. Et l'idée est là aussi d'embarquer une solution évolutive, puisqu'on sait bien que justement tout ce qui est search est en train d'évoluer extrêmement rapidement, alors que ça soit sur Internet ou à l'intérieur des sites. En fait, l'expérience se prolonge à l'intérieur du site, donc on va avoir les mêmes attentes du côté de nos utilisateurs. Et donc là, bon, il y a effectivement des chiffres assez concluants, impressionnants. Et nous, pour le coup, on a pris une approche d'A/B test qu'on a réussi à développer au moment où on a déployé, qui nous permettait effectivement sur des sites qui ont quand même énormément de trafic, comme celui de Point P, avec 3 millions de visiteurs. Donc c'est de maîtriser quand même là où on allait avec cette solution-là, sachant que pour Google, c'était aussi une première en fait en France, puisqu'on était sur du B2B. Ce qu'il a fallu conjuguer, jusqu'à présent, ils avaient intégré la solution sur du retail, principalement du B2C, et là, on conjuguait des logiques de plan de vente, plan de stock, de priorisation, produits aussi, de logique de pricing, etc. Donc c'est assez concluant. Et bon, intégrer ce produit-là nous permet demain, effectivement, déjà aujourd'hui, de travailler sur de la recherche guidée, sur demain du conversationnel, etc. Toutes les évolutions qui vont venir. Donc il y a déjà du conversationnel. On n'est pas encore. On travaille ça. sur le conversationnel. On n'a pas le conversationnel. On va aller pas à pas. On va avoir un peu de recherche guidée. Et il y aura aussi, bien sûr, du vocal. Pour nous, très important. Et on parlait de la langue, effectivement. Alors nous, on est uniquement présents sur le territoire français, mais on a des utilisateurs qui cherchent en polonais, en portugais, en langue slave, etc. Donc cette approche native chez Google de la conversion langue est quand même très pratique. Et le vocal, bien sûr, sur des populations artisans sur chantier qui travaillent essentiellement avec leur mobile, c'est très important. Ouais. D'accord. Donc restructuration du mode de recherche avec oui, Google. Donc ça c'est effectivement, et derrière maintenant, je pense qu'on se rend compte de toute façon, quelles que soient les solutions, quand on parle de recherche, etc., c'est l'importance de la donnée structurée.
en fait. Et donc là, on a différentes approches. Alors, on avait déjà travaillé, par exemple, sur cet exemple-là, en fait, sur des catalogues diffus. Alors nous, on a aussi, sur des offres très larges, on a toujours une long tail de produits sur lesquels nos équipes référentielles ne travaillent pas forcément à enrichir de façon granulaire. Et là, l'IA apporte beaucoup, en fait, notamment sur la catégorisation produits. Donc là, typiquement, c'est les sites de pièces détachées, on en parlait aussi tout à l'heure. On a beaucoup d'articles qui ne sont pas vraiment qualifiés, et c'est vrai que les bénéfices sur la SEO, là, on a pu les quantifier assez rapidement, de catégoriser, ne serait-ce que catégoriser. Alors, c'est vraiment la base, de déjà bien classifier le produit dans une bonne arborescence, et à partir de là, on va dériver toute une structure d'attributs phares qu'on va pouvoir enrichir, et du coup partir sur des libellés enrichis, structurés, standardisés, sur des descriptions enrichies, et c'est là qu'on va faire la différence sur la SEO. Je vois. Alors, Marc, sur cette problématique de qualité, de structuration des données produits, d'optimisation des catalogues, de facilité aussi peut-être, notamment sur des marketplaces, de récupérer sous différents formats les catalogues des fournisseurs. Je crois que vous avez pas mal de choses qui ont été développées récemment chez Miracle, notamment quand on préparait ce débat, vous me parliez de deux outils principaux là, qui aident beaucoup sur ces sujets-là. Dites-nous un peu plus comment ils fonctionnent et quels sont les taux d'adoption et puis les métriques là-dessus. Donc effectivement, qui dit qualité des résultats de search, il n'y a pas de magie, il faut de la donnée. Vous l'avez dit tous les deux, Laurence et Antoine. Il faut de la donnée de qualité. Nous, notre parti pris, c'est que ce soit marketplace, e-commerce, dropship, ce que vous voulez. Notre parti pris, c'est d'essayer de déléguer au maximum l'acquisition de la donnée auprès des fournisseurs. Les fournisseurs peuvent faire une grosse partie du boulot et ont souvent de la donnée de qualité. Maintenant, effectivement, comme tu disais, Laurence, la question, c'est comment aller la récupérer et comment la transformer dans le format de l'opérateur. Nous, avant l'arrivée de l'IA générative, on avait déjà de l'IA non générative dans notre produit. On avait travaillé sur ce qu'on appelle un mapping wizard qui permettait de ranger les catégories, les attributs dans les bonnes cases. Donc, je ne sais pas si, par exemple, moi, je suis un fournisseur de cartables, et la plateforme sur laquelle je veux vendre a une catégorie qui s'appelle sac à dos. Bon, notre outil disait, là, à mon avis, je pense que le truc le plus probable, c'est range-le dans sac à dos. Si moi, j'ai un attribut qui s'appelle couleur et que lui, il appelle ça coloris, bon, là, à mon avis, ça doit être coloris. Si moi, ma couleur, c'est bleu nuit et que lui, il n'a pas bleu nuit, mais il a bleu marine. Bon, voilà. Donc, avec ça, on avait réussi à réduire en gros, une quinzaine de jours pour loader des gros catalogues à une dizaine de jours. Donc, 30% de gain. C'était pas mal. Et le problème de ça, c'est que le problème auquel on était confronté, c'est qu'il restait. Imaginez que vous avez un opérateur qui demande 100 attributs et que vous, en tant que fournisseur, vous en avez 20. Bon, en fait, il y avait plein d'attributs qui étaient contenus dans du texte. Donc, je ne sais pas, par exemple, dans de la description des produits, dans des titres. Et où est-ce que l'IA générative est particulièrement bonne ? C'est lire du texte. Voilà. Et donc, nous, on a développé un modèle qui se base sur plusieurs LLM, essentiellement c'est Mistral et GPT-5, pour aller extraire de la donnée produit. Donc je ne sais pas, imaginons qu'il y a un attribut qui soit âge. Et vous avez votre cartable où il y a marqué ce cartable ou ce sac à dos sera parfait pour des enfants au collège. Et là, il va lire un enfant et il va proposer de remplir l'attribut enfant. Voilà, et donc ça a permis de réduire de 10 jours à 1 jour le chargement et la transformation de catalogues produits un peu complexe, quoi. Donc si je résume, il y a à la fois de l'IA on va dire un peu plus classique pour harmoniser finalement des structures de catalogue qui seraient différentes entre différents fournisseurs, ce qui est déjà une chose très importante, et de l'IA générative qui vient finalement extraire des champs
qui ne seraient pas d'échange chez certains fournisseurs, mais qui seraient nécessaires pour que l'opérateur, comme vous dites, puisse se structurer beaucoup plus finement. Hein, donc il y a une combinaison des deux qui fait... Oui, déjà, nous, ce qu'on voit, c'est que la transformation de la donnée... Alors, en fait, comme ça paraît très banal ou c'est très opérationnel, mais on parle... Enfin, je ne sais pas, vous tous dans la salle, vous avez des centaines ou des milliers de fournisseurs, des centaines de milliers ou des millions de produits. Nous, je ne sais pas, dans le MRO, toi, c'est combien 3 millions, tu disais 3 millions de produits dans le PIM. Nous, je ne sais pas, on a des... Moi, j'ai notre client Agnel, qui s'appelle Carocity. Maintenant, ils ont 15 millions de produits. Bon, on parle parfois de milliers de fournisseurs, de millions de produits et des attributs. On va avoir, je sais pas, des catégories, sous-catégories à 3 ou 4 niveaux. Il va y avoir, je sais pas, 15 000 attributs. Donc, faire de la transformation à grande échelle avec autant de données, c'est compliqué. Donc, c'est là où, effectivement, l'IA joue un rôle déterminant. Et ensuite, la couche d'après, c'est quand on va permettre de transformer également, d'enrichir de la donnée en réécrivant du texte pour qu'il soit plus SEO friendly, en réécrivant de la description produit. Mais je dirais que déjà, le fait de pouvoir transformer à grande échelle et automatiquement de la donnée produit vers le bon format, c'est déjà, ça, c'est le nerf de la guerre. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a donc la capacité à emmener vers le produit. Alors là, il y a aussi un exemple sur ce que vous appelez la découverte de produits. Donc ça, c'est quoi ? Ça se présente comment, ça ? Alors, ça, en fait, l'idée, c'était... ensuite, je pense qu'on parle aussi du commerce agentique. On va y venir, effectivement. Oui. Ouais. Et donc, je ne sais pas si tu veux que je démarre là-dessus. Effectivement, là, on a beaucoup parlé donc, de structurer sa donnée, de changer la recherche. Après, il y a quelque chose qui est un peu sur toutes les lèvres, mais dont on a du mal à savoir si ça va arriver, ou si c'est déjà là, si ça va vraiment arriver ou se déployer assez vite, c'est le commerce agentique, c'est-à-dire la capacité finalement d'aller jusqu'à l'achat quelque part, hein, sans passer par les sites classiques, mais directement depuis un LLM. Et plus largement, ça pose la question de comment on va demain rechercher les produits et aller jusqu'à la transaction. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Ça m'intéresse d'avoir votre opinion là-dessus, et notamment, Marc, la vôtre en tant qu'éditeur de solutions. Qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui ? Comment ça va évoluer ? Quelle est un peu de votre vision là-dessus ? Alors, moi, je mets de côté la science-fiction totale, où vous avez l'agent d'un artisan qui dialogue avec l'agent d'un distributeur, qui lui-même dialogue avec l'agent d'un architecte, et tout le monde est à la plage en attendant que le business se fasse. Bon, ça, je ne sais pas si on verra ça. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe en retail, alors tout ce qui se passe en retail ne se passe pas nécessairement en B2B, mais il y a tout de même pas mal de choses qui se passent en retail qui finissent par se passer en B2B. Là, je vous parle de 2025, je ne vous parle pas de 26 ou 27. Déjà, en retail, dans certaines catégories, dans certains pays, là, il y a une baisse de trafic. Et il y a une baisse de trafic parce que... Alors, c'est difficile de savoir, parce que c'est parfois difficile de savoir quelle est la source du trafic, mais l'hypothèse, moi, de mes clients retail, c'est que en fait, le trafic s'est déporté en partie pour toute la partie recherche, il s'est déporté vers des LLM. Moi, lui dites pas, mais le dites pas à ma sœur, mais pour mon petit neveu, la recherche de cadeaux de Noël, j'ai demandé à ChatGPT. Voilà. Mais donc ça, c'est déjà une réalité dans le retail. Que dans le B2B, on puisse déjà pour des choses simples, alors peut-être pas pour des produits extrêmement techniques, mais choisir des chaussures de sécurité ou un casque de chantier. Est-ce que si jamais vous avez un artisan qui a l'habitude d'aller sur peut-être un LLM, est-ce qu'il peut demander ça à son LLM ? Ouais, moi je pense que ça va arriver. Je pense que ça va arriver très vite. Et moi, ce que je recommande à mes clients B2B, c'est de regarder l'évolution du trafic, parce qu'il se pourrait que en fait, ça aille beaucoup plus vite que ce qu'on pense. Ensuite, pour moi, il y a la question du conversationnel. Donc, l'avantage du B2B, c'est que vous êtes, les sites, ils sont bien souvent gated. Donc, charge à chacun de décider si oui ou non
ils vont ouvrir à un chat GPT leur site et bien souvent la réponse sera non et je pense qu'ils ont raison. Mais après, dans le B2B, c'est concurrentiel. Donc votre concurrent direct, il peut décider de lui-même lancer une expérience conversationnelle. Et là, je vous parle de 2025 aussi. Moi, j'ai un client B2B dans le food et beverage qui a déployé une interface conversationnelle sur WhatsApp. Voilà, où vous pouvez commander, vous êtes restaurateur, et vous pouvez préparer votre commande et passer la commande via WhatsApp. Voilà, et c'est en Italie, il se trouve qu'en Italie, WhatsApp est très utilisé dans le business, mais là, je ne vous parle pas, c'est pas du 2030, c'est pas du 2028, c'est now. Voilà. Donc, moi, de toute façon, on est tous dans la prospective, mais je pense que dans certains secteurs B2B, ça va arriver très vite. Donc la recherche se déporte déjà sur LLM, et puis le conversationnel arrive. Après, pour le commerce agentique au sens terminal du terme, où l'agent va communiquer avec notre agent, là, on est beaucoup plus dans la science-fiction. Ouais, mais déjà pour la recherche produit, pour la recherche produit, nous là, ce que vous voyez ici, la préparation de commande. Ça, on est en train de travailler. Ça, c'est un exemple réel. On travaille avec un client réellement là-dessus en ce moment. Antoine, alors sur ces aspects-là, donc premier aspect donc sur la recherche qui serait déportée, ce qu'on appelle le JIO, que vous évoquiez brièvement tout à l'heure, et sur le conversationnel, pareil, à quelle temporalité on se situe chez Rubix ? Oui, alors évidemment, on est aussi très attentif à ce point-là. Aujourd'hui, le trafic venant d'LLM représente moins de 0,5% pour Rubix. Maintenant, on est très attentif parce que depuis 6 mois, on le voit quand même progresser. Et ce qu'on voit aussi, c'est que les clients venant, même si ça représente une infime partie du trafic aujourd'hui, sont beaucoup plus engagés que les clients venant d'autres sources de trafic. Donc on sait qu'ils ont déjà fait en fait l'étape de recherche en amont et que quand ils arrivent sur le site, en général, ils sont plus prêts à acheter. Donc pour l'instant, c'est encore une fois les balbutiements. Nous, on se prépare plus d'un point de vue en effet technologique et organisationnel pour pouvoir ouvrir la plateforme de manière structurée. Parce qu'on a fait des essais, en effet, et aujourd'hui on est plutôt vigilant sur l'ouverture pour éviter en effet au LLM de venir faire n'importe quoi chez nous. Donc on est vigilant, mais on commence à mettre en place des moyens d'ouvrir notre plateforme et aussi à structurer nos informations pour qu'elles puissent être récupérables. Et notamment en apaisant un maximum de choses pour s'ouvrir à d'autres, à des plateformes tierces. C'est ce qu'on fait aussi sur un des use cases qui était évoqué, c'est qu'on commence aussi à travailler avec des assistants, on fait des tests, et pour ça on a besoin aussi d'ouvrir nos informations pour faire en sorte en effet qu'on puisse tester avec des partenaires qui eux mettent les moyens sur l'innovation et nous accompagnent sur ces sujets conversationnels. Laurence, même double question à la fois sur le GIO, la recherche déportée, et sur le conversationnel que vous aviez un tout petit peu évoqué tout à l'heure, et on finira avec vous, et puis on prendra quelques questions avant d'aller manger. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Marc, notamment sur l'impact que ça va avoir. Ça va avoir un impact, on le sait. Sur la recherche, alors nous, on a la chance que notre contenu n'est pas gated, en fait, donc on a une visibilité effectivement de l'infoproduit, et c'est vrai que le site.p a une grosse autorité en fait en termes d'infoproduit, donc on sera visible, et si on travaille effectivement la structuration de notre donnée, alors que ça soit la donnée produit et également la richesse du contenu, il faut qu'on observe ce qui se passe et qu'on embrasse effectivement cette problématique, parce que certains de nos sites reposent à quasi 80% sur la SEO ou du trafic direct, donc c'est effectivement une certaine vulnérabilité là-dessus. Par contre, la partie effectivement shopping à proprement dit, sur la partie pro, elle est gated avec notamment les prix négoce et les prix conditions clients. Donc c'est pas un secret que la problématique aujourd'hui, elle existe déjà un peu pour nous sur Google Shopping par exemple. Donc il y a certaines familles de produits sur lesquelles, typiquement l'outillage, où on est, c'est pas un secret de dire qu'on n'est pas très bien positionné. Donc c'est vrai que ça va être un peu la même chose. Ça va pas tant être sur les catégories de produits qui sont sensibles qui sont price sensitifs, on va dire. Nous, on va être plus sur l'apport de solutions.
sur des parcours plus complexes. On parlait tout à l'heure de la pièce détachée, donc détection code d'erreur, identification de la pièce, etc. Donc voilà, mais c'est important effectivement de suivre ce qui se passe, et je pense que dans l'expérience client, effectivement, l'expérience de recherche, l'accès rapide à l'information, le conversationnel, voilà, tout ça c'est quelque chose qu'il faut à minima développer à l'intérieur du site aussi, sur nos apps, sur les canaux de contact client, pour qu'on puisse effectivement, par notre notoriété de marque et du coup l'apport de service et d'expérience de recherche qu'on apporte, se poser en alternative au LLM sur voilà, certaines familles de produits ou solutions. Même si LLM représente assez peu, finalement, les principes qui font que on doit s'adapter, ça s'applique de toute manière sur le site. C'est un peu la conclusion. Écoutez, merci Laurence, merci Antoine, merci Marc. On va clore ce débat et on va aller déjeuner. Je crois que c'est prêt. Merci. Merci.